On est sur un bas de page, et il y a une petite icône cliquer pour inviter le correcteur à se dire, voilà, on va cliquer sur le mémoire, et on voit ici que si on tape table des annexes, on arrive sur la table des annexes, on arrive sur le guide d'entretien, paf. On veut aller dans la partie 1 du rapport de stage, la présentation de l'entreprise, on y arrive. On veut aller dans la partie 2 sur le thème du mémoire, on y arrive. Et vous avez dans le mémoire, par exemple, regardez ici, le lien hypertexte vers l'annexe numéro 1, on clique dessus, on a l'annexe numéro 1, et puis reprendre là où vous en étiez, hop, on reprend là où on en était dans la lecture de notre rapport de stage ou de notre mémoire. C'est un outil très puissant. Bonjour et bienvenue sur ce module de rédaction et de traitement des rapports de stage en UE13 et en UE7 du DCG et du DSCG. Aujourd'hui, l'objectif va être de vous donner des petits conseils pour pouvoir réaliser au mieux la rédaction de votre rapport de stage. Donc là, dans cette vidéo aujourd'hui, on va traiter et vous montrer quels sont les éléments essentiels à faire dans la rédaction de votre rapport pour pouvoir réussir et obtenir un maximum de points. L'UE13 comme l'UE7, c'est des matières où vous avez et une rédaction et un oral, et donc la rédaction va être essentielle pour obtenir un maximum de points sur ces UE. Et je vais commencer avec ma première question. De manière générale, Monsieur Clolus, quelle est votre expérience sur les rédactions de rapports de stage ou de mémoire ? Bonjour à tous. Eh bien, premièrement, j'ai une expérience académique sur la rédaction de rapports de stage et de mémoire, puisque j'ai moi-même fait un DCG, donc un rapport de stage, un mémoire de DSCG, et j'ai rédigé un mémoire de diplôme d'expertise comptable. Puis, globalement, d'un point de vue professionnel, j'ai eu de l'expérience dans le cadre de la rédaction, et j'ai notamment pu rédiger de nombreux rapports de commissariat aux comptes ou même de rapports de mission de conseil. Et tout comme vous, Monsieur Mouadib, je coach des rapports de stage et des mémoires dans le cadre de l'UE13 du DCG et de l'UE7 du DSCG. En effet, dans cette vidéo, ce qu'on a envie de vous partager, c'est des bonnes pratiques, notamment sur la mise en forme, pour pouvoir maximiser vos chances de réussite à ces deux épreuves. Dans un premier point, on va voir les points de forme à traiter au début de la rédaction, avant de lancer votre rédaction de votre rapport, la définition d'une charte graphique, la checklist des parties à aborder dans le rapport ou le mémoire, l'utilisation de styles sous Word, la production d'un sommaire et d'une table des matières. Dans un deuxième temps, on va travailler sur les points de forme à traiter au cours de la rédaction. Pendant que vous rédigez, on aura dans un premier point le référencement, les sources que vous allez utiliser, les citations et les notes de bas de page que vous aurez à intégrer dans votre document, les liens hypertextes qui vont renvoyer aux annexes, au volet de navigation générale, et la bibliographie qui sera à produire obligatoirement sur votre rapport. Enfin, on clôturera sur un point de forme à traiter à la fin de la rédaction, une relecture générale bien entendu, et enfin, il faudra bien sûr tester l'ensemble de vos liens hypertextes sur votre PDF pour voir que tout marche sans difficulté. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo et l'objectif même de ce qu'on va travailler sur la séance. Ces deux épreuves-là, UE7 du DSCG et UE13 du DCG, sont des épreuves de professionnels, c'est-à-dire qu'on doit voir dans le cadre du livrable que vous allez rendre votre insertion professionnelle, votre projection vers le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, quand on rencontre, quand on passe au désolé réel, il faut pouvoir justifier d'un niveau de diligence et d'un niveau de qualité du rendu qui soit exemplaire et qualitatif. Vous voyez ici, ce sont des extraits du bulletin officiel, donc du programme du DCG et du DSCG. Pour l'UE13, on vous dit que cette UE vise à préparer l'insertion professionnelle. Elle repose sur notamment des méthodes de communication professionnelle. Et donc, quand vous allez rédiger votre rapport de stage et que vous allez communiquer sur du fond, mais vous allez aussi communiquer par la forme. Et la forme est partie intégrante du rapport de stage. Sur le UE7 du DSCG, le mémoire professionnel, on vous dit aussi que ça vise à préparer l'insertion des professionnels diplômés du DSCG et la pratique professionnelle. Pareil, on insiste énormément sur le livrable professionnel et sur la mise en forme et la qualité. Donc vous serez aussi bien jugé sur le fond de votre mémoire que sur la forme. Donc ainsi, il faut bien comprendre les attendus finalement du jury qui va vous interroger. Ici, ils attendent un rendu qui prouve son insertion professionnelle, qui prouve qu'il a travaillé, qui prouve qu'il a fait son stage dans les conditions prévues par l'examen. Et enfin,
Qu'est-ce qui va faire la différence lors de cet oral, lors de cette épreuve? Ça va être finalement déjà sur le rapport écrit, et bien sûr de respecter certaines obligations, comme la charte graphique notamment, avoir un rapport aussi qui soit lisible. Donc, est-ce que vous pouvez nous définir déjà les obligations qu'il y a sur la charte graphique et ce qu'elle comprend? À mon sens, dans cet objectif d'insertion professionnelle, le respect d'une charte graphique homogène et cohérente est un point essentiel, comme dans un cabinet comptable. En effet, pour moi, la charte graphique, ça comprend 2 éléments essentiels. Premièrement, ça comprend une mise en page homogène. Homogène, c'est-à-dire qu'elle sera cohérente sur l'intégralité du rapport de stage ou du mémoire de stage. En effet, quand vous avez par exemple, une partie qui est justifiée, une autre partie qui est pas justifiée, une partie où il y a une police, Time News Roman et une autre partie où il y a Arial, une autre partie où vous avez, voilà, X ou Y, dissonance en fait, hétérogénéité de la mise en forme, et bien, dans la tête d'un jury, on se dit: «Ah, ça sent le copier-coller, ça sent le moindre effort sur la mise en forme» et c'est des parfaits sauts d'indices qu'on va se dire que vous avez potentiellement une problématique de plagiat ou de copier-coller. La mise en forme homogène, c'est notamment, bah, des polices conseillées. Bon, vous avez ici les Talmios Roman ou Arial. Vous pouvez bien sûr déroger à ces polices-là pour prendre des polices professionnelles, type Helvetica par exemple, ou bien d'autres. La taille de la police, 11 ou 12, pas plus, pas moins. Faites attention, hein, parce que des fois, une taille police 12 paraît beaucoup plus gros qu'une et d'autres, ça serait la même chose en 11. Donc, essayez de jongler hein, sur le jeu des tailles. Un interligne de 1,5, un texte qui est constamment justifié, des marges de 2,5 de chaque côté, des paragraphes qui commencent bon, normalement par un alinéa, et puis des notes de bas de page qui sont d'une taille inférieure au corps de texte. Par exemple, si vous écrivez dans votre corps de mémoire ou de rapport en Time News Roman taille 12, les notes de bas de page doivent être à 10. Voilà, ça c'est un premier point, c'est une mise en page homogène. Le deuxième point important à mon sens et qui vous permettra de vous démarquer totalement des autres candidats, c'est une cohérence colométrique propre à chaque candidat. En fait, faut vous dire que les jurys, ils vont faire passer une multitude de rapports de stage et de mémoire dans la même journée. Ils ont l'expérience là-dessus. Ils ont l'habitude de voir eh bien, les mêmes couleurs, les mêmes styles, les mêmes, rendus, qu'on a sur Word. Vous, ce que vous devez vous faire, c'est vous déterminer votre propre charte graphique, votre propre colométrie. Moi, ce que je recommande, par exemple, c'est de prendre 2 couleurs et de nuancer sur ces 2 couleurs, en du plus clair au plus foncé et vous faites quelque chose de cohérent dans toute votre mémoire là-dessus, avec ces 2 couleurs-là. C'est-à-dire que les titres utiliseront ces couleurs, les sous-titres utiliseront ces couleurs, les tableaux que vous allez formaliser, donc auront en couleur d'arrière-plan les 2 couleurs que vous aurez déterminées ou le nuancier des 2 couleurs que vous aurez déterminées. Les graphiques que vous allez produire dans le cadre de votre rapport ou de votre mémoire vont reprendre ces éléments et aussi les figures. Alors, des fois, vous allez utiliser, par exemple, des graphiques ou des schémas qui proviennent d'éléments que vous allez retrouver sur internet ou dans des sources bibliographiques, importantes. Eh bien, à mon sens, il faut les reproduire avec votre propre colométrie, avec votre propre charte graphique et c'est comme ça que vous pourrez vous distinguer, notamment en termes de mise en forme et en termes de colométrie. À cette occasion, je vous propose de redescendre 4 exemples de rapports de stage et de mémoire, de rapports de stage de mémoire qui reprennent une colométrie cohérente dans le cadre de l'entièreté du livrable. Voici quelques exemples donc, de colométrie usuelle et cohérente tout au long du rapport de stage et du mémoire. On démarre ici par un exemple de rapport de stage sur l'externalisation de la saisie comptable à l'étranger, où on voit ici que le candidat que j'ai pu coacher a utilisé une nuance de orange et comme deuxième couleur le vert. On retrouve donc par exemple dans la table des figures le titre qui est donné avec un dérivé d'orange et une petite marque de séparation en orange plus foncé, un sommaire pareil qui reprend cette couleur orange. Vous voyez ici que le candidat, dans le cadre de la répartition des dossiers de son cabinet, le présente sous la forme d'un camembert orange. Il aurait pu se contenter de reprendre le graphique présent sur le site internet du cabinet, mais c'est ce qu'il ne l'a pas fait. Vous voyez ici l'organigramme qui est repris en orange, la présentation du processus en orange.
Et dans le développement de son mémoire, ici, par exemple, la présentation d'un SWOT, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces, en orange et un dérivé de vert. Deuxième exemple, c'est un mémoire de DSCG, ici sur l'audit de durabilité, et donc le dérivé de couleur retenu par le candidat est naturellement la couleur verte. On retrouve un nuancier de titre vert et marron, hein, qui représente un peu la nature. On voit ici qu'il y a une présentation qui est faite sous la couleur verte, et là où je voudrais attirer votre attention, c'est plus sur ici ce schéma. Ce graphique qui présente les IFRS et l'IASB est un graphique qui provient du memento comptable, donc ou du memento IFRS, en tout cas de Francis Lefebvre. Et ce schéma Francis Lefebvre, il n'est pas donné dans un dérivé de vert, il est donné en gris, gris et noir. Et ici, le candidat, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est approprié le schéma pour l'inclure et le mettre partie intégrante de son mémoire. Donc on voit bien ici que le candidat a fait l'effort d'homogénéiser la présentation de son mémoire en l'incluant, en dérivant avec un dérivé de couleur verte son schéma dans son mémoire. Et ça a été fait partout. Par exemple, ici, vous avez un schéma sur les estimations comptables qui provient de la note d'information numéro 22 de la CNCC. Le candidat ici s'est attaché à le reproduire sous le respect de sa propre charte graphique afin de respecter les attendus de l'épreuve. Pareil exemple ici, vous avez un calendrier d'application de la CSRD qui provient d'un document officiel et qui a été repris par l'auteur à ce niveau-là. Enfin, dernier exemple vidéo, c'est un mémoire sur l'expert comptable de justice qui a été préparé par un candidat et qui, ici, est un dérivé de bleu. On voit bien les titres ici qui sont en bleu, là, la représentation de l'organigramme. Vous avez ici la partie qui est bien donnée en bleu et les tableaux, ici, on retrouve bien le bleu, le gris. Ici, un schéma avec bien le nuancé de bleu. Ici, on voit bien une conduite de la mission de l'expert comptable de justice, donc en bleu. Pareil ici, un différent tableau de synthèse en bleu. Ici, ce schéma-là qui est un dérivé de bleu. Puis on voit bien qu'il y a un titre en dessous et on voit bien que le titre et les schémas sont cohérents les uns avec les autres. Paf, pareil ici, etc., etc. Vous voyez que tout le mémoire transpire une cohérence colométrique. Est-ce que vous pouvez nous montrer toutes les parties qui doivent composer le rapport de stage et donc aussi nous montrer rapidement ce qu'il faut mettre en place dès le début lorsqu'un candidat commence à rédiger le rapport? À cette occasion, on vous propose ici une checklist des éléments qui doivent être inclus dans le rapport de stage du DSCG ou du mémoire professionnel du DSCG. Là-dessus, vous avez ici un ensemble d'éléments qui doivent être mentionnés dès le début de la rédaction de votre mémoire ou de votre rapport de stage, donc dès le début de votre livrable, dès que vous ouvrez votre fichier Word. À mon sens, il faut mettre l'ensemble de ces éléments au démarrage afin de n'oublier aucun élément à la fin et que l'ensemble de la rédaction doit être fait au fur et à mesure. En fait, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits avancements ou de grands avancements. Vous devez, dès le début, vous contraindre à mettre l'ensemble de ces items-là dans votre livrable pour pouvoir avancer sereinement et ne pas avoir la mise en forme à faire à la fin. Si vous la faites à la fin, vous allez forcément louper des choses. Parce qu'une mise en forme, c'est itératif. On peut noter juste dans cette checklist que les 30 pages du rapport de stage ou les 50 pages du mémoire ne sont qu'en fait une partie du livrable attendu. Si vous regardez sur le livrable du DCG, vous devez faire une page de couverture, faire une liste, un sommaire, des remerciements, etc. La présentation de votre cabinet, 4 pages maximum. La présentation d'un processus, 6 pages maximum. Le rapport de stage en lui-même, 30 pages maximum. Et vous avez encore, après les annexes, les glossaires, la bibliographie, la table des matières. Donc on voit qu'en fait, un rapport de stage en DCG, ça fait bien plus que 40 pages. Au contraire, ça peut en faire jusqu'au double, jusqu'au double du rapport de stage, c'est-à-dire 60 pages. Idem pour le mémoire, hein, vous avez 50 pages de mémoire, mais vous avez la page de couverture, la note de confidentialité, la note préliminaire à l'intention du jury si vous avez des ajustements par rapport à la demande d'agrément, les remerciements, le résumé du mémoire, le sommaire, les tables,
la liste des sigles des abréviations, l'attestation de l'employeur, la notice d'agrément, le corps du mémoire, bibliographie, glossaire, annexe, table des matières. Tout ça, ça va vous rajouter du volume. Et c'est pas à faire à la fin, c'est à faire tout au long de la rédaction. Donc on voit que la mise en forme n'est pas réalisée. C'est un document vierge, brut. Et là, on se dit que dès le début de la rédaction du rapport de stage ou du mémoire, il faut s'approprier la mise en forme de ce rapport de stage. On démarre par la mise en forme et notamment le respect des marges. Vous avez sur Word les marges personnalisables ici et c'est à ce niveau-là qu'il faudra vérifier que l'on respecte ici les conditions de mise en forme des marges. Autre point, et c'est important de l'appliquer dès le début, c'est le recours à l'utilisation des styles sous Word. Les styles, c'est très important. Alors, vous avez tous les styles qui sont ici pour avoir les volets styles sur le côté de votre outil Word. Donc, vous pouvez ici manipuler les styles et à votre guise les supprimer et les faire remonter. À quoi on doit être attentif? En fait, vous devez utiliser le dérivé des titres tout au long de votre rapport de stage. Donc, par exemple, le sommaire, ça sera ici un titre 1. La présentation du cabinet, un titre 1. La présentation du processus, un titre 1. Le rapport de stage, un titre 1. Et vous avez ici le grand A, réglementation et objectif de l'audit de durabilité, un titre 2. Vous voyez que Word vous propose automatiquement, à partir du moment où vous avez utilisé le titre 2, le titre 3 pour la directive CSRD. Les objectifs de la CSRD, on est sur un titre 3. Les normes SRS, un titre 3. Et puis, vous avez la suite ici, périmètre de l'audit de durabilité, on est en titre 2. Les auditeurs de durabilité en titre 2. La nature du contenu du rapport en titre 2. Donc, on voit bien ici que l'ensemble des formats de titres ont été utilisés. Et alors, à quoi ça sert d'utiliser les styles? Tout d'abord, vous avez le style normal ici qui est utilisé et vous avez les styles titres, titre 1, titre 2, titre 3 qui sont utilisés. Première utilité des styles sur Word, ça va être de pouvoir générer en automatique un sommaire et une table des matières. Ça, on va y revenir après. Autre point, ça va vous permettre d'avoir une présentation homogène et cohérente tout au long de votre rapport de stage. Imaginez, à la fin, vous vous rendez compte que votre rapport de stage, il est un peu trop volumineux. Vous avez utilisé un Time News 12 et vous arrivez à 33 pages de rédaction sur votre rapport de stage ou 55 pages sur votre mémoire. Et il faut réduire la voilure, réduire le format. Eh bien, vu que vous avez utilisé des titres avec tous des formats différents, ce qu'il faudrait faire, c'est donc sélectionner un à un chaque partie du contenu du texte et réduire la mise en forme. Eh bien, en fait, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est directement dans l'outil style, c'est de modifier le style. Et là, on voit que le style normal qui a été utilisé ici était d'une police 12. Vous allez pouvoir le ramener automatiquement à une police 11. Si vous faites OK, vous voyez que l'intégralité du rapport de stage qui utilise le format, le style normal a été mise à jour. Pareil, si vous souhaitez, imaginons, modifier la police pour passer sur un Arial taille 11, vous avez juste à faire ça et vous voyez ici que tout le texte écrit en normal est mis à jour dans le rapport de stage. Donc ça, c'est une grande force. Vous voyez ici que le texte n'est pas justifié, donc en faisant une modification de style, on pourra justifier le texte et là, tout le texte qui sera écrit en format normal sera justifié. Donc c'est un vrai atout d'utiliser les styles. Sur Windows, c'est exactement la même mécanique pour les styles, puisque vous avez un onglet, un volet ici pour les styles que vous pouvez gérer. Et vous pouvez l'agrandir ici et créer de nouveaux styles, effacer une mise en forme ou appliquer les nouveaux styles que vous souhaitez. Et enfin, vous pouvez aussi le détacher avec ce petit bouton ici qui permet d'afficher en fait un onglet, un volet entièrement dédié au style. Et vous pouvez appliquer ça sur votre dossier tout simplement. Alors là, j'ai pris un dossier quelconque et on peut ici tout simplement appliquer les modifications. Donc par exemple là, je veux que tout le texte normal soit
justifier. Donc je vais modifier le style. Je le modifie ici dans les paramètres. Je clique sur OK. Et ainsi, tout ce qui a été balisé en normal sera tout simplement justifié. Si on descend, on voit que c'est justifié. Donc là, il y a des petits problèmes puisqu'il n'y a pas de sauts de ligne qui ont été intégrés. Mais votre texte entièrement sera justifié. La même chose pour les titres, etc. etc. Et vous pouvez gérer l'ensemble de vos titres ici. Les styles, ça va vous permettre aussi de pouvoir générer en automatique une table des matières et un sommaire. Pour rappel, un sommaire, il doit tenir sur une page et il doit présenter souvent deux niveaux de hiérarchisation, donc titre 1, titre 2, alors qu'une table des matières sera plutôt présentée en fin de rapport de stage ou de mémoire. Ça doit être la fin de le dernier document, hein. Si on prend le rapport de stage ou le mémoire par la fin, on doit arriver sur la table des matières. Et là, vous donnez tout le niveau des détails. Donc, si vous avez des titres 4, des titres 5, des titres 6, tout sera mentionné. Comment on vient donc insérer une table des matières? Ça se fait en allant sur l'onglet Références, Table des matières et puis Table des matières personnalisée. Vous voyez ici que vous pouvez choisir la mise en forme de la table des matières. Donc prenons par exemple classique et on sait que le sommaire, ça ne me présentera que deux niveaux. Donc vous avez ici dans afficher les niveaux, le niveau qui est attendu. Plus vous affichez de niveaux, plus de détails vous allez avoir quant à l'étendue de votre sommaire. Ici, on est dans un sommaire, donc on présente que deux niveaux et on fait OK. On voit bien ici que c'est venu générer en automatique le plan du rapport de stage. Vous avez le grand 1, le grand 2, le grand 3, petit a, petit b, petit c, petit d. Donc vous avez ici la pagination qui est faite. Imaginons, vous voulez changer donc la table des matières, par exemple parce que vous avez des modifications de pages. Donc par exemple ici, si on mettait le sommaire dans un endroit et les autres titres dans des pages différentes, comment faire pour que ça s'actualise? En fait, ce qu'il faut faire, c'est le fichier, faut faire un aperçu avant impression. Et quand vous faites un aperçu avant impression, automatiquement, ça vient mettre à jour, vous voyez ici, les pages du sommaire. Donc là, vous avez un sommaire et vous avez la possibilité aussi de présenter ce qu'on appelle une table des matières, donc plutôt en fin de rapport de stage, avec un titre 1, on aura préalablement sauté une page. Et donc là, vous allez pouvoir faire exactement la même manipulation. Donc référence table des matières personnalisée. Et donc, vous voyez qu'ici, on va aller avec un peu plus de détails. Ici, on vous dira, voulez-vous remplacer cette table des matières? C'est-à-dire que vous en aurez deux. Vous mettrez non. Et vous aurez donc un sommaire au début du rapport de stage. Et puis, vous aurez ici une table des matières. Et on voit bien que là, on a eu le deuxième niveau, la directive CSRD, les normes de la CSRD, etc., etc. Donc, vous voyez bien que la table des matières est beaucoup plus complète que le sommaire. Donc, la table des matières vous permettra notamment et le sommaire de naviguer rapidement parce que ça créera ce qu'on appelle des liens hypertextes. Par exemple, vous êtes dans le sommaire, vous voyez les auditeurs de durabilité, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la page des auditeurs de durabilité, l'onglet ad hoc. Sous Windows, rien de plus simple. Pour faire la table des matières, il faut se positionner sur l'onglet Références et vous avez un bouton Table des matières. Donc on clique dessus et on choisit le modèle que l'on veut. Alors ça, c'est des modèles qui sont déjà préconfigurés. Vous pouvez bien sûr les modifier une fois que vous les avez sélectionnés. Donc là, on va choisir la table des matières et elle va générer l'ensemble des titres et leur numéro de page. Si vous avez du mal, des fois moi j'oublie que c'est l'onglet référence, vous avez un onglet ici recherche, vous tapez table des matières et il va vous proposer tout de suite, vous voyez ici Windows vous propose tout de suite d'insérer une table des matières. Et là vous pouvez la configurer aussi et sélectionner les options qui vous intéressent, c'est-à-dire que là par exemple je veux 4 niveaux, elle affichera 4 niveaux. Je veux que ce ne soit pas des pointillés, mais que ce soit tout simplement rien du tout. Eh bien, ça enlèvera et ça l'affichera directement. Voilà. Un point important, le référencement.
En effet, il faut faire attention quand on veut rédiger un rapport de stage ou un mémoire sur l'appropriation des éléments que vous allez donner. Ce n'est pas vous qui allez inventer la définition, d'un domaine d'activité stratégique, ce n'est pas vous qui allez inventer la définition d'une immobilisation, donc il faut sourcer. À cette occasion, je vous propose, 3 points. Premièrement, l'utilisation des notes de bas de page. Par exemple, ici, on vous donne les seuils en 2024 d'application de l'audit de durabilité et donc est-ce que c'est moi, rédacteur de mon rapport, de stage qui ai inventé ces seuils? Non, ils sont prévus quelque part et donc par exemple ici, vous avez 2 des 3 seuils, de bilan, de chiffre d'affaires et d'effectifs et donc il faut falloir sourcer cet élément. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser en fait le principe des notes de bas de page pour ne pas venir, alourdir le texte, sur, la source. Eh bien, vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des notes de bas de page. Donc vous voyez que sur votre thème, vous avez ici un petit renvoi 1 qui renvoie en bas de la page et vous pouvez, à cette occasion, eh bien, donner la source, donc le code de commerce, article D230-1 et D230-2. On voit bien hein, que là, la note de bas de page est d'une taille inférieure au contenu du mémoire. Donc le contenu du mémoire, il est en 11, la note de bas de page est en 10. On pourrait éventuellement réduire. Chaque figure hein, devra respecter aussi une mise en forme spécifique et vous avez la possibilité dans le menu de référence ici d'insérer une légende et de donner le titre des figures. Figure numéro 1 par exemple, norme ESRS, paf, tac, vous avez ici le format de figure qui pourra générer automatiquement la table des figures. Chaque graphique que vous allez utiliser, donc l'idéal, ça serait d'utiliser selon votre propre charte graphique. Donc chaque figure tableau graphique doit avoir un titre et doit être sourcé. Et les sources, généralement, hein, vous pouvez les mettre en italique en dessous du graphique, ou alors intégrer la source dans le titre de votre figure tableau ou graphique. Ça, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez faire comme vous préférez. Si c'est vous qui créez, par exemple, un graphique, je pense notamment à un organigramme ou à votre schéma événement-résultat dans votre processus, n'hésitez pas à indiquer que la source, c'est l'auteur du rapport de stage ou l'auteur du mémoire, c'est vous qui l'avez rédigé. C'est privilégier la terminologie auteur à la terminologie moi-même. Vous avez ici, autrement, sur le référencement, donc on vient de voir l'utilisation des notes de bas de page, et je voudrais insister sur ici le fait de sourcer et de citer des auteurs. En effet, par exemple, l'audit de durabilité, son périmètre, ça sera la chaîne de valeur. Et on ne peut pas parler de chaîne de valeur sans parler d'un seul auteur que vous avez vu ou que vous allez voir en management, Michael Porter. Ici, on voit bien que vous avez 2 façons de citer, Michael Porter. Donc soit vous faites une phrase qui vient vraiment insister sur, il y a un auteur, c'est tel ouvrage et il s'appelle comme ça. Donc par exemple, Michael Porter, professeur américain, formalisé dans son ouvrage «L'avantage concurrentiel», cette notion. Et on voit bien entre parenthèses qu'il y a ici, la source de l'ouvrage. Sinon, vous pouvez directement aller à l'essentiel pour avoir le cheminement d'idées de votre sujet, d'aller donner la définition. Donc, on voit ici la chaîne de valeur, entre parenthèses, auteur plus date de diffusion. Donc, Porter 1996 est défini comme l'ensemble des étapes déterminant la capacité patati patata. Ici, j'insiste énormément sur le fait que ce que vous allez faire dans une revue de littérature dans votre mémoire, c'est de sourcer le premier auteur, l'auteur séminal de chaque chose. Donc ici, on veut détailler la chaîne de valeur parce que ça fait partie intégrante de notre sujet. On met entre parenthèses l'auteur, la date à laquelle il a identifié cette définition de chaîne de valeur. Et puis après, on source les mots de Michael Porter. Et vous voyez que quand on cite les mots de Michael Porter, on ouvre des guillemets et on met en italique. Alors c'est important de bien citer, de bien sourcer et de bien référencer ces données parce que vous allez très vite comprendre que vous ne pouvez pas vous approprier le travail d'une autre personne qui pourrait être considéré comme un plagiat. Puis le jury ne sera pas dupe, hein, ce n'est pas vous qui avez inventé cette notion-là. Autre point, je vous mets en garde tout de suite sur l'utilisation et le recours à des intelligences artificielles comme ChatGPT, qui est utilisé à de nombreuses reprises comme producteur de contenu
pour les rapports de stage et les mémoires de DSCG. Là-dessus, faites vraiment attention parce que vous n'avez pas en fait la source. Vous avez sur ces outils-là, vous n'avez pas entre parenthèses le nom de l'auteur et la date. Vous n'avez pas le respect de la citation quand vous utilisez ce genre d'outil. Donc, soit, eh bien, vous n'aurez pas d'auteur et dans ces cas-là, vous n'aurez pas compris le concept d'une revue de littérature et vous n'aurez pas les points. Soit vous allez vous discréditer et au contraire, on considérera que c'est du plagiat. Faites attention, hein, parce que si vous utilisez ChatGPT, le jury sait aussi utiliser ChatGPT et c'est surtout utiliser des sites de reconnaissance de anti-plagiat et anti-ChatGPT. Pour vous donner une illustration, hein, j'ai fait passer des soutenances de mémoire de DSCG l'année dernière et j'ai mis un mémoire que j'avais obtenu et qui était proposé par un candidat et j'avais 99% de reconnaissance de ChatGPT. Donc le site hein, m'indiquait que l'intégralité du mémoire avait été rédigée par ChatGPT. Dans ces cas-là, hein, on questionne le candidat, mais on met tout de suite en dessous de la note éliminatoire. Et à cette occasion, j'avais mis une note en dessous de la note éliminatoire. Donc faites vraiment attention dans ces outils-là et un bon référencement se fait au fil de l'eau. Vous veillerez bien sûr à ce que chaque auteur qui est cité dans le mémoire soit mentionné dans la bibliographie, de sorte que la bibliographie soit un document unique qui permet de représenter l'ensemble des citations. Ici, on veut utiliser le lien hypertexte, on veut renvoyer les seuils progressifs donc de 2025 et 2026, les seuils futurs, à l'annexe 1. L'annexe 1, on l'aura au préalable préparée ici. Tac, vous avez ici la liste des annexes et on a notre première annexe 1. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir faire des navigations dans les annexes? Eh bien déjà, il va falloir donner un style à l'annexe. Et là, je vous recommande donc d'utiliser un style qui ne sera utilisé que pour les annexes. Donc par exemple, je ne sais pas, titre 5. Titre 5, hein, vous veillerez à le renommer, modifier le titre, et on l'appellera annexe. Enfin, annexe. Vous l'utiliserez que pour les annexes. Vous allez voir pourquoi. Donc le titre 5 n'est utilisé que pour les annexes. On vient de mettre ici le titre 5. Et donc mon objectif, c'est que mon corps de rapport de stage ou de mémoire renvoie vers l'annexe titre 5. Donc vous avez ici, on vous dit les seuils progressifs pour les exercices 2025 et 2026 sont présentés en annexe 1. Vous ferez un commande K ou contrôle K. Vous irez dans ce document, on voit ici les différents titres, donc on voit la force d'avoir utilisé les différents styles de Word, et on voit ici annexe 1, seuil progressif pour l'exercice 2025-2026. De sorte que le lecteur, quand il va lire votre rapport de stage, il va lire ça, tatati tatata, et il va voir annexe 1, il va cliquer et il va directement naviguer dans l'annexe 1. Donc ça va lui permettre, imaginez, hein, vous êtes sur un rapport de stage, on est 60 pages, on est potentiellement 50 ou 60 pages plus loin. Donc il a d'un clic pu naviguer directement en annexe 1. Il consulte l'annexe et là, il veut retourner dans le corps du mémoire ou du rapport de stage au même endroit où il s'est arrêté. Donc vous avez vu qu'on a fait un lien hypertexte pour aller dans un sens. Il va donc falloir faire un lien hypertexte pour aller dans l'autre sens. Et donc en dessous de chaque annexe, vous avez pour revenir au corps du rapport de stage ou au corps du mémoire, cliquez ici. Donc on va sur cliquer ici, on refait la même manipulation, CTRL K ou commande K, ce titre, et là on était dans la réglementation et la directive CSRD. Donc pareil, j'ai vu consulter mon annexe, en effet, j'ai sourcé, j'ai vu où ce que c'était, je peux cliquer sur le lien et je retourne ici dans la directive CSRD. On voit bien que là, le lien hypertexte permet de naviguer facilement entre le corps de mémoire ou de rapport de stage et les annexes. Et ça, il faudra tester tous ces hypertextes à la fin pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui a sauté. Donc vous avez ici les annexes et vous avez la possibilité par exemple de générer une table des annexes. Imaginez vous avez une quinzaine d'annexes ou une dizaine ou même 6 ou 7 annexes. Eh bien dans la première page annexe, vous avez la possibilité de générer qu'une table des annexes. Alors comment s'y prendre? Vous avez vu que nous, ce qu'on a utilisé, c'est le style 5 pour l'intégralité des annexes. Et donc on va ici faire une table des matières ou un sommaire qu'avec le style 5 pour générer la table des annexes. Donc, vous allez dans Options et vous venez ici décocher l'ensemble des titres qui ne sont pas le style numéro 5. Hop, tac, OK.
Et là, vous faites OK. Il vous dira, il y a déjà une table des matières. Est-ce que vous voulez la remplacer? Non. Et bien là, vous voyez, vous avez généré une table des matières qu'avec les annexes. Donc, il faut que le dernier titre que vous utilisez, 5, 6, 7, 8, soit vraiment le style utile pour les annexes afin de générer en automatique une table des annexes. Donc ça, c'était sur les liens entre corps de mémoire, corps de rapport de stage et annexes. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est favoriser pour le lecteur la navigation entre les différentes parties du rapport de stage ou du mémoire. Et donc c'est à ce moment-là que je voudrais vous présenter les en-têtes et les pieds de page de rapport de stage ou de mémoire. En en-tête, ici, vous avez la possibilité de mettre le titre de votre rapport de stage. Donc on met rapport de stage, le titre de durabilité. Donc comme ça, vous voyez que si on met ça en en-tête, on retrouve sur chaque en-tête le titre. Donc à bien soigner, à modifier la forme, le style, etc. Et puis vous mettrez UE13 DCG session mai 2025. Donc voilà, ça c'est un en-tête de page que vous pouvez mettre dans l'ensemble des pages, à voir sur la calligraphie, la forme, la mise en forme, tout ça. Donc ça vous serez libre. Vous pouvez utiliser des outils de mise en page pour tracer un trait de séparation, ce genre de choses. Donc à faire mentionner au moins le fait qu'on est sur un rapport de stage, le titre de votre rapport de stage, et puis la session dans laquelle vous souhaitez passer l'épreuve. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, moi, c'est un bas de page, un pied de page, où vous allez en fait insérer un volet de navigation qui va être utilisé par votre lecteur. Alors là-dessus, les goûts, les couleurs, vous serez en fonction de votre charte graphique. Je vous propose ici de mettre un bandeau bleu. Allez hop. Et dans ce bandeau bleu, vous allez mettre différentes parties. Donc vous mettrez ici par exemple attestation employeur. Vous mettrez par exemple présentation cabinet, partie 1, processus, partie 2, rapport de stage, annexe, et puis la bibliographie. On mettra d'abord la rapport de stage, bibliographie, et vous verrez en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant dans votre rapport de stage ou votre mémoire. Vous mettrez bien sûr une pagination sur chaque page. Et donc ici, en fait, on va créer des boutons, enfin des liens hypertextes pour inviter le lecteur du rapport de stage à consulter votre rapport de stage. Donc hop, ici, présentation du cadre, on aura fait un lien hypertexte vers le grand 1. Le processus, on aura fait un lien hypertexte vers le grand 2. Le rapport de stage, on aura fait un lien hypertexte vers le grand 3. Et puis les annexes vers la table des annexes. Donc on aura, quand vous aurez mis l'intégralité des parties, vous pourrez mettre des liens hypertextes sur tous les aspects. Et donc, ça veut dire que peu importe la page dans laquelle vous vous situez, en fait, vous voyez que ce volet se retrouve sur chacune des pages, ne vient pas obstruer les notes de bas de page. Et donc, en gros, votre lecteur pourra naviguer facilement entre les différentes parties de votre rapport de stage. Rapport de stage, hop, moi je suis là, je dis, c'est quoi la bibliographie du candidat? Je vais dans la bibliographie, je cliquerai sur la bibliographie et j'aurai accès à la bibliographie et aux annexes. Donc ça, c'est vraiment un outil surpuissant qui fait la différence lorsque vous vous situez en tant que gris, et ça facilite énormément la navigation entre les différentes parties du rapport de stage ou du mémoire. Pour vous montrer comment ça rend, on voit bien ici qu'on est sur un bas de page. Il y a une petite icône cliquer pour inviter le correcteur à se dire, voilà, on va cliquer sur le mémoire. Et on voit ici que si on tape table des annexes, on arrive sur la table des annexes, on arrive sur le guide d'entretien, paf. On veut aller dans la partie 1 du rapport de stage, la présentation de l'entreprise, on y arrive. On veut aller dans la partie 2 sur le thème du mémoire, on y arrive. Et vous avez dans le mémoire, par exemple, regardez ici, le lien hypertexte vers l'annexe numéro 1, on clique dessus. On a l'annexe numéro 1, et puis reprendre là où vous en étiez, hop, on reprend là où on en était dans la lecture de notre rapport de stage ou de notre mémoire. C'est un outil très puissant. Dernier point, la bibliographie. Vous veillerez, lors de la production de votre bibliographie, à bien respecter les normes APA. Beaucoup de documentation là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder un peu sur
sur ce qui se fait, hein, sur internet pour bien présenter, une bibliographie. Vous devez, spécialiser votre bibliographie en 2, hein, l'aspect bibliographie et l'aspect webographie. Donc à bien distinguer par catégorie et au sein même de votre bibliographie par type de revue. Donc si vous avez un ouvrage, vous mettrez tous vos ouvrages. Si vous avez des articles de presse, vous mettrez tous les articles de presse les uns après les autres. Si vous utilisez des rapports de stage ou des mémoires de deck, de bien mettre une catégorie mémoire de deck, et cetera, et cetera. Dans chaque catégorie, vous présenterez selon l'ordre alphabétique. Donc, par exemple, pour les ouvrages, le premier auteur, donc le nom de famille du premier auteur. Vous me présenterez d'abord les auteurs que vous avez utilisés qui commencent par un A, puis par un B, puis par un C. Pareil pour les articles, etc., etc. Et donc, vous avez ici eu un exemple de présentation de la bibliographie pour un ouvrage, pour un article. Et puis, pour un site internet dans votre webographie, vous n'oubliez pas de mettre le lien du site internet pour pouvoir y accéder facilement, ainsi que la date de la dernière consultation. Notamment, si jamais en cliquant, on n'a plus accès, vous précisez que vous consulté le site en telle date, qui permettra au lecteur de se rendre compte que, potentiellement, le site a bougé, le site a changé. Enfin, on arrive à une étape où il est nécessaire que vous testiez l'ensemble des liens hypertextes que vous avez dans votre document, c'est-à-dire que vous allez devoir redescendre page par page tous les liens que vous avez incrustés, comme les annexes, comme vous l'a montré Monsieur Clolus précédemment, comme les liens des sommaires et tous les liens que vous auriez pu incruster dans le document. Donc, il faudra absolument les tester pour qu'il n'y ait pas de lien mort, qu'il n'y ait pas de lien qui ne marche pas. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire d'effectuer une relecture de votre document. Je vous conseille fortement, puisque ici vous pouvez présenter un super dossier qui a un contenu, un fond extrêmement bien, mais vous ne respectez pas les obligations de forme, et d'ailleurs le jury le rappelle dans son rapport, puisqu'il nous dit que les jurys ont également constaté que le niveau de français de certains candidats était faible, syntaxe, accords grammaticaux, orthographe. C'est d'autant moins acceptable que le mémoire peut faire l'objet d'une relecture. Donc j'insiste sur le fait que vous devriez trouver quelqu'un pour faire une relecture de votre document, pour vérifier que l'ensemble est lisible, qu'il n'y a pas d'erreur ou de faute d'orthographe qui vous ait échappé. Aussi, vous avez des outils que vous pouvez installer. Vous avez des outils qui sont payants, tels que Antidote, qui permet de relire l'ensemble de votre document et de vous signaler les erreurs de syntaxe. Vous en avez d'autres tels que Merci App aussi, qui est une application que vous pouvez utiliser aussi gratuitement. C'est limité en termes d'usage, mais vous pouvez faire relire finalement votre document dans un premier temps. Donc c'est une sorte d'extension que vous installez sur votre machine, sur votre Microsoft Word. Et grâce à ça, il va pouvoir faire la relecture et vérifier l'orthographe et vous signaler les erreurs, que ce soit de syntaxe, que ce soit d'accords grammaticaux ou d'orthographe. Vous ne pouvez pas présenter votre dossier sans l'avoir fait relire et sans que vous soyez certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, vous risquez d'être éliminé. Et d'ailleurs, je vais parler d'une expérience personnelle qui a été assez éprouvante pour moi, puisqu'elle m'a permis de comprendre un aspect hyper important sur les rendus de documents. C'est tout simplement qu'en fait, lorsque j'ai passé mon DCG, et notamment cette UE13 à l'époque, eh bien, je n'avais pas fait relire et je n'avais pas bien relu mon document. C'est ce qui a fait que le jury m'a mis sur mon premier passage 6 sur 20, tout simplement, pour m'éliminer. Et l'idée, en fait, et je m'en rappelle encore comme si c'était hier, puisque, en fait, un des membres du jury, qui était un expert comptable, m'avait pris un petit peu à la fin, très rapidement, en me disant « Écoute, tu ne peux pas rendre un document pareil, parce que de toute façon, tu seras éliminé. » Ta prestation orale était géniale, le contenu, le fond était très intéressant, super, mais il y a des fautes qui sont inacceptables. Tu ne peux pas rendre un document de cette manière-là, parce que de toute façon, tu te feras éliminer. Et il m'a ajouté que de toute façon, dans la vie professionnelle, et il avait raison, dans la vie professionnelle, les gens ne me diront pas que j'écris mal, mais ils le garderont en tête, ce qui fait que de toute façon, on ne me mettra pas, par exemple, sur des écrits avec des clients ou quoi que ce soit. Donc en réalité, la problématique de la rédaction, c'est une problématique qu'il faut prendre en main dès maintenant.
On est nombreux à pas être des experts littéraires ou des experts de la grammaire. C'est tout à fait normal. Moi-même, je n'en suis pas un. Et pourtant, nous rédigeons nos cours. Cependant, ce qu'on fait, et ça c'est un secret pour personne, c'est nous relire et nous faire relire. N'importe qui, quelle que soit la personne, qu'elle soit un expert comptable, qu'elle soit un professionnel dans la comptabilité ou que ce soit quelqu'un qui travaille dans un autre domaine, il n'y a aucun souci. Bon, moi, mon tips à l'époque, c'était de demander tout simplement à ma compagne, voilà, relis-moi, merci, au revoir. Bon, donc chacun choisit sa technique en fait. Donc trouver une solution. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on s'en fout, on se fiche. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on se fiche de la méthode. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat que vous allez remettre finalement. Donc le rapport, quelle que soit la solution que vous avez choisie, eh bien, il doit avoir une syntaxe correcte, une grammaire correcte, un orthographe correct. Sinon, en fait, c'est pas la peine de le livrer. Parce que vous allez être éliminé. Surtout aujourd'hui, bon, alors, il y a beaucoup de IA qui peut vous aider aussi, etc. Même si on ne vous incite pas à l'utiliser. Mais voilà, les outils ne manquent pas. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour rendre un rapport qui soit, entre guillemets, correct ou cohérent, en tout cas sur la présentation grammaticale, orthographique, etc. Voilà, c'était une expérience que je voulais partager avec vous et qui, j'espère, en tout cas, vous servira.